Melissa Witt est une jeune fille de 19 ans lorsqu'elle va être retrouvée assassinée dans des conditions plus qu'étranges. 5 ans après sa disparition, un nouveau meurtre va venir épaissir ce mystère. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Melissa Witt, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première fois aux États-Unis. Je suis actuellement à Los Angeles et donc je filme dans la chambre de mon Airbnb. Voilà, vous allez sans doute voir des décors un petit peu changer tout le temps comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je suis contente parce que je trouve que ça change un petit peu. Vous aurez des décors différents à chaque fois. Enfin voilà, c'est chouette. Aujourd'hui, vous avez dû remarquer, je suis toute maquillée, toute pimpante. Et en fait, c'est parce que dans mon Airbnb, j'ai rencontré une fille iranienne et elle est adorable et elle a accepté de me maquiller. Elle est maquilleuse en Iran et elle est venue aux États-Unis et donc ça lui faisait plaisir et à moi aussi de me maquiller. Elle s'appelle Nassim et vraiment elle fait un boulot incroyable et donc je vais vous mettre son Instagram dans la barre d'infos. Vraiment n'hésitez pas à aller vous abonner à elle si vous aimez beaucoup le maquillage ou même juste pour la soutenir. Ça me ferait énormément plaisir à moi déjà de pouvoir lui apporter cette aide et aussi à elle évidemment parce que elle vient d'arriver aux États-Unis et c'est sûr que ça lui donnerait un peu de visibilité d'avoir de plus en plus de followers sur son compte Instagram. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu fait ce petit topo, on va se lancer dans la vidéo. Melissa Witt, que ses proches appellent aussi Missy, est une étudiante de 19 ans vivant aux États-Unis et plus précisément dans le Arkansas, dans la ville de Fort Smith. Missy vivait dans une maison modeste avec sa maman qui s'appelle Marie-Anne, qui l'avait élevée toute seule toute sa vie. En 1994, elle était étudiante à Westray Community College et elle était d'ailleurs une des meilleures élèves de sa promotion. Missy avait de longues journées car en plus d'aller à l'école, d'étudier, elle avait aussi un travail à temps partiel comme assistante dans une clinique dentaire de sa ville. Pour vous la décrire encore un petit peu, ses amis disaient d'elle qu'elle était une personne vraiment amicale, généreuse et une travailleuse acharnée avec beaucoup d'ambition. Missy plus tard, elle rêvait de devenir assistante dentaire, donc c'est vrai que là, elle avait déjà un job étudiant en tant qu'assistante dentaire, mais c'était pas encore un gros travail, elle n'apprenait pas tout, c'était vraiment un job étudiant, mais son but c'était vraiment de se perfectionner là-dedans et c'était vraiment chouette pour elle parce qu'elle avait déjà un pied dans le métier. Plongeons-nous maintenant dans la journée du jeudi 1er décembre 1994. Ce jour-là était une journée assez banale pour Missy, mais voilà, juste avant de partir à l'école, elle va se disputer avec sa maman Marie-Anne. Elle voulait en fait lui emprunter un petit peu d'argent, mais sa maman avait refusé et donc une dispute avait éclaté. Après ça, Missy était partie à l'école en étant toujours fâchée contre sa maman. Quelques heures plus tard, ce fut au tour de Marie-Anne de s'en aller, mais elle se sentait mal parce que voilà, elle s'était disputée avec sa fille, elle s'était pas réconciliée, donc voilà, elle n'était pas bien. C'est pour ça qu'avant de partir, Marie-Anne va laisser une note à sa fille en disant qu'elle regrette, qu'elle s'excuse et elle lui laisse la note sur la table de la maison parce que je vous le rappelle, on est en 1994, elle ne peut pas lui téléphoner, donc lui laisser une note, c'était la meilleure façon de pouvoir lui parler sans vraiment la voir. Sur cette note, Marie-Anne disait à sa fille qu'elle serait dans un bowling fin d'après-midi, début de soirée et que quand sa fille rentrerait, elle pourrait aller jusqu'au bowling et sa maman lui payerait à manger, elle mangerait ensemble. Missy de son côté va poursuivre sa journée, elle va aller à l'école et sur le temps de midi, elle va aller manger avec une amie dans un fast-food qui s'appelle Chick-fil-A et ensuite elle va se rendre dans son cabinet de dentiste et terminera sa journée à 17h. Mais voilà, après son travail, elle reprend donc sa voiture, une Mitsubishi Mirage blanche de 1995, mais celle-ci ne démarre pas. Missy ne comprend pas, elle essaye plusieurs fois de faire démarrer sa voiture, ça ne marche pas, et là, elle se rend compte que sa batterie est à plat. Elle va donc sortir de sa voiture, elle ne sait pas quoi faire, mais au même moment, il y a un inconnu qui va passer, et gentiment, il va l'approcher en disant « si tu veux, je peux t'aider à faire redémarrer ta batterie ». Malheureusement, cet inconnu en question, je n'ai pas son nom, il est tenu secret, j'ai pas pu voir plus à propos de lui sur les sites internet. En tout cas, c'est seulement vers 17h45 que Missy va rentrer chez elle. Elle avait réussi avec l'inconnu à faire redémarrer la voiture et donc c'est là en rentrant chez elle qu'elle va voir la note laissée par sa maman.
Elle va alors se changer et elle va enfiler un pull blanc avec un col en V ainsi qu'un jeans bleu. Ça, c'est ce qu'on pense qu'elle portait parce qu'en fait, personne ne l'a vraiment vu, c'est seulement un voisin qui pense l'avoir aperçue et selon lui, elle était habillée comme ça. Donc, le plus probable, c'était qu'elle portait ces vêtements-là en question. Entre 18h30 et 19h, Missy va alors se rendre au même bowling que sa maman avait mentionné dans sa note et elle voulait à ce moment-là la rejoindre pour manger avec elle. Missy a alors garé sa voiture sur le parking du bowling, mais malheureusement, elle ne rentrera jamais dans le bâtiment et on ne la reverra jamais vivante. C'est seulement le lendemain que Mary-Ann va informer la police de la disparition de sa fille. La veille, elle s'était pourtant inquiétée de ne pas voir sa fille rentrer. Elle avait téléphoné à la meilleure amie de sa fille qui lui avait dit qu'elle n'était pas avec elle. Mais Mary-Ann avait essayé de relativiser. Elle s'était dit, bon, je me suis disputée avec elle. Elle est peut-être toujours fâchée et peut-être qu'elle n'est même pas rentrée à la maison, qu'elle n'a pas vu ma note et qu'elle a été dormir chez une autre amie. Mais bon, une fois le lendemain matin arrivé, elle n'avait toujours pas de nouvelles de sa fille et c'est là qu'elle s'est vraiment inquiétée. Ce ne fut pas long avant qu'on retrouve sa voiture qui était donc garée sur le parking du bowling et suite à ça, les enquêteurs ont imaginé que quelque chose aurait pu lui arriver sur le chemin entre sa voiture et les portes du bâtiment. D'ailleurs, dès le début de l'enquête, l'affaire va être prise au sérieux car les enquêteurs retrouveront des traces de lutte autour de sa voiture, y compris du sang sur le sol du parking. Aussi, les clés de Missy avaient été retrouvées la veille. En fait, c'est quelqu'un qui les avait trouvées au sol et avait été les redonner au bowling. Bon, ça, on le saura seulement après que c'était les clés de Missy, mais c'est pas tout, on trouvera aussi sur le sol une de ses boucles d'oreilles. Et puis aussi, un peu plus loin, on verra la pince à cheveux appartenant à Missy qui avait été comme écrasée sur le sol. Mais voilà, très vite aussi, il va y avoir des témoins. Un jeune garçon va aller voir la police. En fait, c'était un enfant et il explique qu'au moment de la disparition de Melissa, il était seul dans le parking. En fait, il allait au bowling avec sa maman, mais il avait oublié son livre dans la voiture. Donc sa maman lui avait donné les clés et il avait été le rechercher. Mais à ce moment-là, il a entendu quelque chose de vraiment glaçant. C'est à 18h45 qu'il a en fait entendu une femme en train de crier « Aidez-moi ». Évidemment, il a été interpellé, il a regardé un peu partout autour de lui, mais il n'a rien vu et après ça, il n'a plus rien entendu, donc il est reparti dans le bowling. La police cherchera évidemment des caméras de surveillance qui auraient pu filmer la scène de crime, mais malheureusement, aucune caméra était orientée vers cet endroit dans le parking, donc on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas qui s'en est pris à Missy. Évidemment, des grosses recherches vont commencer, mais Missy ne semblait être nulle part. La police va évidemment interroger l'homme qui était venu en aide à Missy, donc au moment où sa batterie avait lâché, mais cet homme-là était totalement innocent. Il était juste gentil et avait aidé Missy, mais il n'avait rien à voir dans l'affaire. Par contre, une chose étrange va se passer. La police va recevoir un appel anonyme. On entend une femme venant du sud des États-Unis parce qu'elle a un gros accent et elle dit un truc au téléphone qui ressemble à « Vas-y, dis-leur ce que tu as trouvé » et un homme répond ensuite « Je peux pas ». Les enquêteurs n'ont jamais trouvé l'identité de cette femme ou de l'homme qu'on entendait au téléphone. Par contre, ils sont sûrs et certains que c'est bel et bien lié à la disparition de Missy. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le 13 janvier 1995, deux chasseurs vont retrouver un corps dans la forêt nationale d'Ozark, située à 80 km de chez Missy. Le corps était nu et placé près d'un rocher en forme de pierre tombale. Rapidement, la police sera amenée sur les lieux et le corps sera identifié comme étant celui de Melissa Witt. Des enquêteurs feront alors le tour de la scène de crime, mais bizarrement, ils ne retrouveront jamais les vêtements, ni les effets personnels de Missy. Par contre ici, c'était sûr et certain, nous étions face à un meurtre. Le légiste déterminera que Missy avait reçu un gros coup à la tête, avait été étranglée et agressée sexuellement. Malheureusement, l'enquête restera irrésolue pendant des années, mais en 1999, une nouvelle chose va se produire. En fait, la même histoire va comme sembler se répéter. En décembre 1998, une jeune fille de 19 ans du nom de Melissa Trotter va à son tour disparaître et sera retrouvée quelques semaines plus tard par des chasseurs dans une forêt de l'Arkansas. Lorsque son corps avait été retrouvé, elle avait ses bas enroulés autour du cou et elle avait d'ailleurs été étranglée avec. Je trouve que c'est assez dingue parce qu'on peut voir que les deux histoires se ressemblent énormément au point que les filles avaient même le même prénom. D'ailleurs, pour qu'on comprenne bien dans la vidéo, je dirais Missy pour Melissa Witt, donc la fille qu'on suit depuis le début, et Melissa Trotter pour parler de ce nouveau meurtre.
Donc voilà, pour Melissa Trotter, ce ne fut vraiment pas long avant que la police arrête son meurtrier. Il s'agissait d'un certain Larry Swearingen, un homme d'une trentaine d'années au moment des faits, qui disait d'ailleurs être un ami de Melissa. La police avait en fait quelques preuves contre lui, et déjà Melissa et Larry avaient été vus ensemble le jour de sa disparition. De plus, Larry avait passé un appel téléphonique depuis les environs de la forêt où a été retrouvée Melissa. Mais ce n'est pas tout, on avait aussi retrouvé une partie du collant de Melissa devant la caravane où vivait Larry. Avec ça, c'était sûr, Larry ne pouvait être que le coupable, mais ce n'est pas aussi facile. Il faut savoir que l'endroit où ce collant a été retrouvé devant l'habitat de Larry, eh bien cet endroit avait été fouillé déjà 2 fois par les policiers et c'est seulement la 3e fois qu'ils vont retrouver ce morceau de collant. De plus, au moment de son procès, Larry avait juré être innocent et avait expliqué qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il dirait aussi qu'il était ami avec Melissa et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Mais bon, malgré tout, il avait été reconnu coupable et avait été condamné à la peine de mort. Donc, si on part du principe que Larry est coupable, on peut se dire qu'il peut sans doute être aussi coupable du meurtre de Missy. En tout cas, c'est ce que les enquêteurs se sont dit. Ils ont d'ailleurs déterminé que Larry se trouvait bel et bien dans la région en 1994, donc l'année où Missy a été enlevée et assassinée. Larry, qui se trouve alors en prison, va être interrogé par rapport au meurtre de Missy qui avait eu lieu quelques années plus tard, mais évidemment, il va tout nier. Il répète n'avoir jamais fait de mal à Melissa Trotter, mais il jure qu'il n'a pas fait de mal non plus à Missy, d'ailleurs, il ne la connaissait même pas. Ici, les enquêteurs n'avaient pas du tout assez de preuves pour accuser Larry une nouvelle fois, mais ils en étaient quasiment sûrs. Si Larry avait tué Melissa Trotter, c'était sans aucun doute lui qui avait aussi tué Missy. Les 2 meurtres se ressemblaient beaucoup trop. Mais ce qui est intéressant de se demander à ce moment-là, c'est est-ce que Larry est bel et bien le meurtrier de Melissa Trotter? En fait, Larry va être exécuté le 27 janvier 2009. Au moment de son exécution, sa culpabilité était encore grandement discutée. Et d'ailleurs, pas mal d'experts le défendaient. Ils disaient que non, c'était pas lui le meurtrier de Melissa Trotter. En fait, avec l'avancée de la science, on a pu faire de nouveaux tests et on se rend compte que sous les ongles de Melissa Trotter, un ADN avait été retrouvé. Ce n'était pas son propre ADN, donc c'était pas l'ADN de Melissa Trotter, mais ce n'était pas non plus l'ADN de Larry. Donc, à qui appartenait cet ADN sous ses ongles? Peut-être à son assassin. En fait, ça reste assez troublant et je trouve qu'avec cette nouvelle preuve, on n'aurait jamais dû exécuter Larry parce que ça prouve qu'il pouvait peut-être être innocent et à ce moment-là, on aurait pu un peu plus l'interroger. Mais aujourd'hui, il n'est plus là pour répondre à nos questions. En fait, aujourd'hui, le meurtre de Missy reste irrésolu. Larry n'a jamais été accusé officiellement par manque de preuves et n'est d'ailleurs plus de ce monde pour témoigner. En fait, si Larry n'était pas le meurtrier de Melissa Trotter, on peut aussi se dire que quelqu'un aurait pu le piéger en mettant le bas de Melissa devant chez lui. Et donc cette personne qui l'aurait piégé pourrait aussi être le meurtrier de Missy. En fait, je pense au fond de moi que si on arrive un jour à résoudre le meurtre de Missy, on arrivera aussi à prouver la culpabilité ou non de Larry dans le meurtre de Melissa Trotter. En tout cas, aujourd'hui, il y a une récompense de 5 000 $ qui a été mise en œuvre pour récompenser quelqu'un qui pourrait donner des informations permettant de retrouver le meurtrier de Missy. Malheureusement, la maman de Missy est décédée en 2011 sans jamais avoir su ce qui était réellement arrivé à sa fille. Par contre, et c'est quand même une bonne nouvelle, j'ai pu lire que l'enquête était toujours très active. Il y a d'ailleurs une campagne d'affichage qui a été lancée très récemment et apparemment un documentaire serait peut-être en production sur cette affaire, mais ça reste flou. J'ai lu ça sur un site donc je peux pas vous le jurer, mais en tout cas les gens continuent d'en parler et ça c'est vraiment bien. Si jamais vous voulez soutenir la famille et même rester au courant de l'avancée de l'enquête, il y a la page Facebook Who Killed Missy Witt qui existe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette page et envoyer beaucoup d'amour aux proches et à la famille de Melissa Witt. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci en tout cas de me soutenir, d'être là sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!